Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un humoriste belge que j'adore, je reçois Denis Richir. Comment vas-tu ? Salut Régis, écoute, ça va très très bien. Je suis très content de pouvoir faire cette interview qu'on a dû reporter pas mal de fois. Cette fois-ci, les conditions sont bonnes, je suis prêt et ravi d'être avec toi. Ravi de t'avoir, j'espère que on n'aura pas de problème technique parce qu'on en a eu un petit peu pour commencer l'enregistrement, mais ça devrait aller. Si vous entendez cet épisode, c'est que ça s'est bien passé. Si vous ne l'entendez jamais, je sais pas pourquoi je vous le dis puisque vous ne l'entendrez jamais. Au moment où on enregistre, on est le 9 décembre, donc c'est le deuxième confinement en ce moment. Comment est-ce que toi tu vis l'absence de la scène en ce moment ? Alors, l'absence de la scène, je crois que c'est un peu comme tous les humoristes. Clairement, ça nous manque. Maintenant, moi, j'ai un cas de figure un tout petit peu particulier puisque je suis récemment devenu papa et que, avec tous les inconvénients qu'apporte ce confinement, il y a quand même certains avantages, à savoir que là, j'ai beaucoup l'occasion d'être avec mon fils, de pouvoir être présent, pouvoir m'en occuper, et ça, c'est quand même un luxe. Mais ça n'empêche pas que dans tout ça, plus que jamais, même tu as envie parfois, en tant que jeune papa, d'avoir des échappatoires, et la scène aurait été exactement la soupape dont j'aurais eu besoin. Donc oui, clairement, ça me manque horriblement. Est-ce que tu écris quand même du nouveau matériel ou t'as pas le temps avec ton fils ou... Très peu. C'est-à-dire que je me lance pas en tout cas dans des nouveaux sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai une petite liste de choses. Je me suis dit, tiens, quand j'aurai le temps, j'aimerais bien écrire sur ceci ou écrire sur ça. Mais la liste ne s'est ni allongée ni raccourcie. Par contre, là où j'ai peut-être un tout petit peu écrit, si on veut, c'est je repasse sur mon spectacle dans l'état où il était, et parfois j'ai des idées. Je me dis, ah tiens, ça pourrait être une amélioration à apporter. Donc c'est plus, j'amène des petites améliorations cosmétiques plutôt que de me lancer dans l'écriture de nouveaux sujets, quoi. Est-ce que tu penses que tu vas devoir adapter beaucoup ton spectacle pour la reprise, ou tu penses que ça va être relativement la même chose ? C'est justement les petites adaptations sur lesquelles j'ai un tout petit peu travaillé. Je pense pas que la reprise après le confinement va faire que mes sujets ne seront plus d'actualité, ou bien la façon de les aborder fonctionnera plus tellement. Et il y a juste un truc, c'est que il y a une partie de mon spectacle où je parle évidemment du fait que j'ai un nouveau-né, que j'ai un petit bébé. Si le confinement s'éternise 3 ans, ça sera plus difficile de continuer à parler de l'accouchement et du fait que c'est un nouveau-né. Donc oui, j'espère que ça reprendra dans quelques mois ou quelques semaines, c'est optimiste, mais que ça reprendra pas dans 2 ans, quoi. J'espère, sinon tu vas devoir changer tous tes sketchs il est rentré à l'université finalement. Mais oui, c'est ça. Puisqu'on en parle, qu'est-ce que tu abordes dans ton premier one-man show ? Quels sont les thèmes que tu avais envie d'exploiter dans ton spectacle ? C'est le tout premier spectacle, donc il y a un côté un petit peu, je mets les sketchs que j'ai construits et j'essaie d'en faire un spectacle complet avec un fil rouge, avec une cohérence, etc. Mais donc, j'ai pas abordé la construction du spectacle comme étant, ok, ce premier spectacle va parler d'écologie, par exemple. J'ai pas pris une thématique que j'ai abordée, que j'ai développée à fond, mais donc j'y parle évidemment maintenant de facto du fait que je suis devenu papa. Je parle effectivement un petit peu d'écologie là-dedans, et je parle évidemment de moi, hein, c'est le cas de beaucoup d'humoristes, sauf que ce moi, dans mon cas de figure, c'est pas tout à fait moi. C'est-à-dire que il y a clairement un côté personnage exagéré, très imbu de lui-même, que j'aime bien utiliser parce que ça me fait rigoler. Oui. Mais il y a un flou qui crée d'ailleurs parfois un petit peu la complexité dans ce que je propose. Il y a parfois un flou entre, oui, mais c'est vraiment lui ou c'est un personnage. Parfois, je passe un petit peu sans prévenir de l'un à l'autre. Parfois, c'est vraiment moi qui parle des sujets qui me touchent, et parfois, c'est ce personnage un peu arrogant qui prend la parole, quoi. Et ça m'amuse, en fait, de passer un peu de l'un à l'autre. Mais c'est peut-être quelque chose qui doit être très clairement posé pour que le spectateur s'y retrouve et sache quand est-ce qu'il peut rire de moi et avec moi, et ne se dise pas c'est quoi ce mec, quoi, c'est quoi ce mec qui se la raconte. Du coup, je suppose que sur un spectacle de plus longue durée, c'est peut-être plus facile de le faire comprendre que c'est un personnage, que sur un 5 minutes, c'est dur d'arriver à le faire comprendre, je pense. Oui et non, parce que justement, parfois quand tu fais un plateau et que t'as 12 minutes et que tu viens avec un personnage et
qui est très clairement dans l'exagération, c'est clair, c'est compris et c'est bon. Mais justement, sur 1 heure, si tu restes uniquement avec ce personnage-là, il y a le risque que ce soit un petit peu lassant et que ce soit un petit peu trop, que les gens se disent bon, c'est bon, j'ai compris, ce mec, c'est la pète à mort. Et c'est pour ça qu'il faut un peu plus de rupture, un peu plus de moments plus vrais. Et du coup, cet équilibre-là n'est pas forcément hyper simple à trouver et c'est là-dessus que je travaille et je pense que je vais aussi éventuellement m'adjoindre les services d'un metteur en scène pour être certain que cet équilibre-là soit le plus compréhensible possible pour qu'il n'y ait pas de confusion et pas de lassitude et pas de rejet parfois de la part du public, parce que parfois ça peut être ah non, j'aime pas ce mec qui se la raconte, il est trop imbu de lui-même, trop prétentieux. Donc voilà, il y a cet équilibre. T'as déjà ressenti un peu ce rejet sur un spectacle vraiment ou plus sur les scènes? Non, plus sur les spectacles. Sur les scènes, en général, c'est suffisamment clair, mais ça m'est arrivé. J'ai eu quelques expériences où le personnage est juste refusé en bloc et ça ne passe pas et le public ne rentre pas dans le délire. C'est rarement le cas, mais ça m'est arrivé sur des scènes. Par contre, au début, dans les premières versions du complet que je proposais, là, j'ai très vite senti que sur 1 heure, ça pouvait pas être aussi présent. Il fallait plus de rupture. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que à chaque fois que tu fais un spectacle complet, tu en retires des leçons, tu vois ce que tu pourrais améliorer. Et ça, c'est une des choses qui est apparue très clairement dès le début. Il faut de la variation, quoi. Je te conseillerais peut-être de voir, c'est un humoriste québécois qui s'appelle Martin Matt, qui joue un peu sur ce registre d'un personnage très arrogant. Bon, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il l'est vraiment dans la vie, donc c'est pas que un personnage. Heureusement, toi, dans la vie, tu es très sympathique. Sinon, je crois que je ne ferais pas le podcast avec toi. C'est quelqu'un qui utilise aussi ce registre-là et du coup, il a pas mal de moments de rupture où on comprend qu'il est pas si bien que ça, mais il a quand même un spectacle qui s'appelle Condamné à l'excellence, qui exprime bien ce qu'il veut faire passer, mais qui est vraiment très drôle. Je te conseille d'aller voir ça. Ah oui, ok, très bon conseil. Mais tu l'as dit, le maître mot là-dedans, c'est les ruptures et les faiblesses, un peu comme un Franck Dubosc peut-être plus connu, où c'est aussi un prétentieux, mais il a ses failles et c'est ça qui le rend sympathique malgré tout, quoi. Et pendant toute cette période de confinement, toi, tu n'es pas du genre à faire des vidéos, des posts Instagram et tout ça? Ah oui, non. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ça ou juste t'es pas familier à ça? C'est peut-être les deux. Je suis clairement pas familier. Je le fais jamais et j'ai jamais. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça m'a jamais attiré de faire ça. J'ai l'impression que c'est vraiment un gros travail. Moi, je suis parfois admiratif de voir la production des gens qui font ça, la vitesse à laquelle ils publient vidéo sur vidéo. J'ai l'impression que c'est. Mais de manière générale, dans mon travail, moi, je suis pas quelqu'un de rapide. Quand je parle de mon travail, c'est plutôt d'écriture, d'humoriste, etc. Je prends beaucoup de temps avant d'avoir quelque chose, même quand je veux le tester sur scène. J'ai passé beaucoup de temps sur le texte. Et là, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, où je suis vraiment nullissime, il faut une rapidité de production qui est assez balèze, quoi. Mais par contre, c'est clairement une faiblesse. Je suis pas sur Instagram, sur Facebook, sur ma page. J'avoue que je poste essentiellement les dates de mes prochaines scènes et de mes prochains complets. Et je suis pas présent du tout, pas assez présent, ça c'est une certitude. Et parfois, à des sorties de scène, il y a des gens qui me demandent tiens, c'est quoi ton compte Instagram? Et je dis bah non, j'ai juste une page Facebook. Et soit on me dit ah non, Facebook c'est dépassé, soit on me dit ouais mais tu postes un peu des trucs régulièrement. Et la réponse est non. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas faire à l'avenir ou tu te dis non, c'est juste pas pour moi? En fait, pour l'instant, je me dis la priorité c'est d'abord d'avoir un, si possible, très bon spectacle complet. Fort, et si jamais je l'aborde peut-être pas de la bonne manière, peut-être qu'il faudrait faire ça en parallèle, mais si jamais j'ai ce truc qui vraiment est un produit que j'estime de qualité et que je peux emmener loin, à ce moment-là il va falloir que je pense sérieusement à ma présence, à ma publicité et donc ma présence sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, vu que le temps est pas forcément quelque chose que j'ai en grande quantité, je préfère le consacrer à l'écriture du spectacle plutôt qu'à activer les réseaux sociaux. J'ai quand même vu passer un petit TikTok avec ta copine dans lequel tu portes une jolie robe. Et tu vois, ça c'est pas moi, ça c'est effectivement ma copine qui a voulu ça. Et elle a dû essayer de me convaincre pour le faire. Enfin, elle a réussi à me convaincre, mais c'est la seule vidéo TikTok que tu trouveras de moi. Il y en a pas d'autres.
Dans le podcast, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remonter le temps avec mon invité et j'aimerais bien savoir, toi, comment est-ce que tu étais quand tu étais enfant? Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle ou pas spécialement? J'aimais bien faire rire, ça j'ai toujours bien aimé faire rire, mais à la fois j'étais aussi un peu timide, comme j'imagine beaucoup en fait des humoristes, et donc il fallait que le cadre autour de moi m'autorise que je me sente suffisamment à l'aise pour faire rire, et dans ces cas-là, oui, c'était quelque chose que j'aimais bien faire dans ma famille, avec mes amis à l'école, dès les primaires, j'aimais bien. C'était paradoxal parce que j'étais à la fois un très bon élève, mais j'aimais bien faire rire aussi. Donc j'étais pas au point de chahuter, mais j'aimais bien faire marrer. Mais par contre, il y a des contextes où je me sentais, et c'est peut-être même encore parfois vrai aujourd'hui, où je sens que l'entourage ne m'autorise pas à me lâcher, et à ce moment-là, je serais pas forcément le gars le plus drôle dans la pièce, quoi, certainement pas. Et même parfois quand j'essaye, je ne suis pas non plus. Il faut que tu te sentes dans un peu un safe space pour pouvoir être drôle, quoi. Ben voilà, c'était cette espèce de dualité entre timidité et envie de faire rire, et c'est peut-être tout à fait lié d'ailleurs. Mais oui, en tout cas, j'aimais bien faire rire, ça c'est sûr. Et est-ce que petit déjà tu regardais des humoristes à la télé ou vous alliez voir des spectacles chez vous? Ah oui, alors voir des spectacles pas beaucoup, mais oui, moi j'adorais avec mon frère, avec mon cousin. On a évidemment grandi avec Les Inconnus, Les Nuls, Pierre Palmade. Oui, on avait des vidéocassettes qu'on a usées tellement on les regardait. On connaissait tous les sketchs des Inconnus par cœur. Quand ça sortait leur nouveau spectacle, souvent en période des fêtes de fin d'année, on adorait, on dévorait ça. Maintenant, on en a pas vu, il y en avait pas énormément, il y en avait pas autant qu'aujourd'hui, et c'était un peu les mêmes qu'on revoyait en boucle en fait. Et est-ce que tu regardais ça en te disant j'ai envie de faire ça, ou c'est juste c'est tellement bon, c'est drôle? Ah non, j'avais pas du tout l'ambition de faire ça à ce moment-là, c'était juste c'était des moments où on se marrait et ça s'arrêtait là en fait. Il y avait pas cet attrait, je me disais pas un jour je serai sur scène à faire marrer les gens, ça non. Et est-ce que toi, tout ce qui était théâtre, impro, ça t'attirait ou pas plus que ça? Mais en fait, ça m'a attiré assez tardivement. Donc, petit, quand je te parle de tous ces moments où on regardait des vidéos, etc., moi, j'étais encore loin de ça. Et il y a eu un moment, effectivement, où je me suis dit, tiens, j'étais attiré par l'improvisation, en tout cas. Je me disais pourquoi pas essayer un truc de ce type-là, et je m'y suis inscrit et ça a été une chouette révélation. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait je crois au total 7 années d'improvisation. C'était un peu une révélation dans le sens où tu disais en fait il y a moyen de bien s'amuser sur scène. Au départ, je me suis inscrit à un petit atelier, ça a commencé par un week-end d'improvisation qui a débouché sur des répétitions une fois semaine, et puis très vite ça a été OK, maintenant on va faire des matchs devant public avec tout le stress que ça représente. Et en fait, si tu passes au-dessus du stress, ça devient un moment de plaisir avec le public, avec les autres improvisateurs, qui était génial et qui plus tard m'a amené à me dire en fait c'est bien de créer des histoires comme ça sur le moment, mais si on prend le temps et de pouvoir raconter des trucs sur lesquels on a vraiment eu le temps de réfléchir, ça peut être vraiment super aussi. Et donc je me suis dirigé vers ça après. Enfin, ça a été plutôt improvisation et puis une petite troupe de théâtre amateur, et en parallèle j'ai commencé à écrire des sketchs quoi. Et l'impro, t'avais commencé ça à quel âge? En fait, assez tard, en 2008, à 28 ans. Mais donc, tu t'as passé vraiment toute ton adolescence, toute ton enfance sans jamais faire de scène, en fait. Non, exactement. Jamais faire de scène et pas forcément être assez attiré par ça. Et puis, il y a eu un jour, mais là, j'avais déjà fait de l'impro, je crois. J'avais déjà fait de l'impro. J'ai vu Alex Vizorek et Walter se partager une scène. C'était au Théâtre, je crois, justement, à Bruxelles. Et après ça, on a été boire un verre avec des potes. Et puis, il y a ces amis qui me connaissent bien, avec qui, justement, j'aimais bien faire rire depuis longtemps, qui me dit mais en fait Denis, moi je te vois bien faire ça, et ça m'a jamais quitté en fait cette idée. Je me dis mais en fait ils ont raison, je pourrais m'amuser à faire ça. Et du coup c'est là où j'ai commencé tout doucement à sortir de l'optique impro et de me dire en fait j'aimerais bien aller vers l'écriture, pourquoi pas. Il y a peut-être que si je prends le temps d'écrire, il y a peut-être des choses sympas que je peux faire sur scène en solo quoi. Je vais revenir juste 2 secondes à l'impro. Quel type de joueur tu étais? Quelqu'un qui construisait beaucoup, quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues? Alors déjà le truc c'est que j'étais pas le plus... En général ça se passait bien sur scène, j'avais des bons retours, mais une des difficultés que j'avais c'était de lâcher mes idées justement. L'impro ça doit être de la réaction pure et simple, il faut en une fraction de seconde se dire ce que j'avais imaginé que j'allais faire, ça passe à la poubelle parce que l'autre me propose autre chose, et ça c'était l'aspect peut-être plus compliqué. Je dirais j'étais peut-être un petit peu moins dans la construction et un petit peu plus dans les blagues.
peut-être pas blague au point d'être ce qu'ils appellent dans le milieu cabotin. Ça veut dire que tu veux absolument faire tes blagues au péril même de l'improvisation et au risque de la foutre à la poubelle. Ça, j'allais pas faire. J'étais quand même aussi dans la construction. Mais le but, c'était avant tout, plus que de raconter une chouette histoire, c'était quand même de faire rire le public, quoi. Donc c'est ce qui m'apportait d'ailleurs les plus grands plaisirs, c'était de faire rire le public, ça c'est sûr. Ok. Bah, je pense qu'on était un petit peu le même type d'improvisateur. Alors, dès qu'une blague était possible de faire, on va quand même la faire, même si ça n'apporte pas. Ça apporte pas grand chose à l'histoire parfois, mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire rire tout le monde quand même. Mais t'imagines, tu retournes et tu dis, oh, j'aurais pu dire ça et je l'ai pas fait pour, non, il faut le faire. Il faut le faire, ouais. Puisqu'on parle un petit peu d'impro, j'aime bien demander parce que je suis un grand fan d'improvisation aussi. C'est quoi ta catégorie préférée? J'aimais bien les grosses colères, tout simplement aussi parce que tu peux vraiment te lâcher. Tu peux être immonde, tu peux gueuler, grosse colère, ça m'amusait bien. Et puis, comment elle s'appelle cette catégorie aussi? Où tu refais l'improvisation à chaque fois, mais avec un style différent. Ah, exercice de style. Exercice de style, voilà. Ma catégorie préférée aussi. Et puis j'aimais bien, toute fin des matchs d'impro, c'était les impros éclairs où on te donne un mot et t'as 30 secondes ou bien 1 minute pour faire un truc par rapport à ça. Ouais, les fusillades. Ça j'aimais bien. J'ai oublié le nom des catégories, mais les fusillades j'aimais bien, ouais. Ah, cool. Bah, je vois qu'on apprécie le même genre de catégories. Ou le pire d'eux. Le pire d'eux, c'était très sympa aussi. Ah oui. Ok, bah donc vraiment des choses quand même tournées vers le rire essentiellement quand même. Oui, clairement. Tu l'as dit un petit peu, t'as fait aussi un petit peu de théâtre amateur. Est-ce que c'était uniquement dans un registre comédie ou t'as fait aussi plus du drame ou ce genre de choses? Non, c'était comédie. C'était vraiment comédie. Ouais, l'idée c'était quand même d'amener le public pour le faire rire, quoi. Donc on a fait 3 ans, je crois. On a fait 4 ans. On a fait 4 ans et on a fait chaque fois des pièces légères, des pièces humoristiques, du Yasmina Reza, des trucs sympas, quoi. Des trucs qui faisaient marrer. Et donc après, comme tu l'as dit, on t'encourage à faire du stand-up, tu t'essaies à l'écriture avec une scène qui est organisée par Marc Lambiotte, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est ça. Cette première scène où j'ai écrit un sketch, c'était parce que dans le monde de l'impro de improvisation.be où on gravitait, Marc Lambiotte qui gère improvisation.be, il entendait depuis longtemps des improvisateurs dire un jour, j'aimerais bien proposer un sketch écrit. Comme ça lui est venu de plusieurs improvisateurs, il s'est dit OK, ben voilà, on va le faire. Maintenant, j'ai entendu ça depuis trop longtemps, je vais organiser une soirée où ce sera ouvert au public de l'impro qui nous connaît bien, qui nous suit, mais il sera pas question de faire de l'impro. Ça sera pour proposer un travail plus individuel, que ce soit pas forcément un sketch, mais ça peut être un truc du style venir faire une chanson ou un truc comme ça, mais c'était un open stage pour les improvisateurs. Et donc la plupart ont évidemment décidé d'écrire des sketchs, dont moi j'ai écrit un tout premier sketch qui a eu un chouette accueil. Les gens ont trouvé ça vraiment bien et ça m'a donné le goût et ça m'a donné envie de continuer. Mais je crois que même avant ça, maintenant ça me revient. Ce qui m'a encore plus donné le goût de faire ça, c'est que j'ai eu à un certain moment plusieurs mariages parmi mes amis pour lesquels j'étais témoin et je me suis dit OK, on va faire un discours de témoin, mais c'était carrément devenu des sketchs plutôt que des discours et j'ai tellement adoré faire ça, j'ai tellement adoré avoir cette salle qui se mariait à ce que je disais que ça m'a encore plus donné envie d'écrire des sketchs. Et donc, quand il y a eu cette opportunité avec Marc Lambiotte, je me suis engouffré dedans. Et j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu à faire ces sketchs ces discours sketchs pour mes potes mariés, que je me suis dit, OK, maintenant, on va mettre plus d'énergie là-dedans, quoi. Et donc, j'ai quitté l'impro pour faire le théâtre amateur et dans le cadre de ce théâtre amateur, j'ai continué à écrire et il est arrivé par exemple qu'une année, avant de faire la dernière de la pièce qu'on avait choisie, après la dernière, je demandais au public s'il était disposé à rester encore une petite douzaine de minutes et je faisais un sketch après la pièce de théâtre, quoi. Et comment ça a été pris? Super, c'était mon deuxième sketch qui a très très bien marché aussi. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit OK, on va mettre plus de temps et d'énergie là-dedans et c'est là que j'ai créé avec 3 autres potes improvisateurs, on a créé les Fort Boyards. En 2016 avec Kostia, Greg Génard et Steph. Exactement. C'était parce qu'en fait, on avait, avec Stéphane Veraron, qui était un des potes improvisateurs qui m'avait rejoint dans la troupe de théâtre amateur, on avait réservé la salle dans laquelle on devait jouer le spectacle, enfin la pièce en fin d'année. Et puis, pour différentes raisons, la troupe s'est un peu dissoute.
on aurait dû annuler le théâtre, et puis on s'est dit avec Stéphane, mais en fait c'est réservé, pourquoi on a envie d'écrire des sketchs, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas cette salle et on en fait une soirée où on présente des sketchs à nous. Et puis on s'est dit, bon, 2 c'est peut-être un petit peu trop peu. On avait notre ami de l'improvisation Greg Genard qui s'était déjà lancé dans les sketchs, il avait déjà participé une première fois au concours du Next Prince, et donc on l'a contacté, il était super partant, et finalement on s'est dit, il nous faut un maître de cérémonie. On a appelé Kostia, et Kostia nous a dit, maître de cérémonie, ça me tente pas du tout, par contre c'est un de mes rêves depuis toujours de faire des sketchs, donc est-ce que je peux faire partie de votre petit groupe? Et finalement on est devenu 4, de 2 on est passé à 3 puis à 4, on est devenu des Fort Boyards, et on a fait 2 saisons de 2 années de suite où on a présenté lors de soirées des sketchs individuels, quoi, et des petites parties en commun aussi. Tu jouais à quelle fréquence à ce moment-là? Parce que tu dis que tu as fait 2 saisons, mais c'était une fois de temps en temps, une fois par mois? Non, c'était très peu. C'était en fin d'année. Donc on avait la salle, comme je te disais, le théâtre de Bisous, et on avait 3 soirs, je crois. Les 3 soirs de mai, on faisait, plutôt que de présenter une pièce de théâtre, comme c'était le cas les années précédentes, on présentait une série de sketchs. On s'est éclaté à le faire. On s'est dit l'année prochaine, on remet ça. On l'a refait au Cali Club. Et voilà, on a fait les Fort Boyards 2. Et puis de ça, effectivement, après, je suis passé au Next Prince, au concours, et puis aux scènes avec le What the Fun, avec tout le monde. Et à l'époque des Fort Boyards, est-ce que tu avais déjà ce personnage dont tu as parlé tout à l'heure, qui est arrogant, imbu de lui-même, ou c'est venu après? La 2e saison. En fait, la 2e année, c'est en fait, sur la soirée, on présentait chacun 2 sketchs de plus ou moins une dizaine de minutes, je crois, 10-12 minutes. La 2e année, c'était un des 2 sketchs que je proposais et que j'ai gardé. Celui-là, je l'ai gardé parce que je sentais que ça marchait et je m'éclatais à le faire aussi sur scène. Mais sur la première année, il n'était pas encore présent. Ou peut-être qu'il venait un peu par petites bribes, mais c'était pas le thème central. C'est venu vraiment de façon réfléchie, en mode il faut que je fasse ça, ou c'est venu plus naturellement en te disant il n'y a pas ça? Comment c'était venu d'intégrer ça? C'est un peu des deux, parce que quand je disais faire rire avec mes potes, ma famille, etc., c'est un personnage que j'utilisais déjà beaucoup. Je trouvais ça drôle de faire rire avec un gars un peu qu'on aime détester, quoi, un peu trop grand, un peu. Il est détestable parce que tout lui réussit, quoi, parce que c'est voilà. Et je trouvais aussi que c'était un personnage dans les humoristes que je voyais qui était pas très présent, en fait. Il y a beaucoup d'humoristes qui jouent sur le côté ma vie est un échec, je suis nul, ma vie sentimentale est un désert. Et moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de ça, en fait. J'avais envie d'essayer quelque chose. Et puis ça partait aussi, celui que tu as sans doute vu, du constat qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour moi dans ma vie. J'ai beaucoup de privilèges du fait que voilà, je suis né dans un pays qui n'a pas trop de problèmes. Je suis blanc. J'ai pas connu le racisme. J'ai pas connu la pauvreté. J'ai pas connu le sexisme. J'ai quand même beaucoup de chance. Et je suis assez beau gosse. Et du coup. Mais en fait, voilà, du coup, de quoi je vais pouvoir parler, moi, tu vois, de quoi je vais pouvoir me plaindre, en fait. Et du coup, je me suis dit, on va utiliser ça. On va utiliser le fait que j'ai pas le droit de me plaindre pour me plaindre. Ok, oui. Et voilà, et ça marchait bien, les gens, ça les faisait rire, donc je me suis dit, on garde ça. Et donc en 2017, tu l'as dit, tu t'inscris au Next Prince of Comedy, tu bats Nikos en demi-finale avec un super sketch que je vous invite à aller voir sur son Facebook. Ah, c'est gentil. Il m'a éclaté ce sketch. Je l'ai écouté juste après avoir écouté le podcast à guichet fermé du What the Fun, que je vous invite également à aller écouter parce que le podcast est super. Et il parlait de cette vidéo qui m'a bien fait rire. Tu joues à un avocat qui défend Denis Richir contre Nikos. C'est vraiment très drôle. Tu le bats en demi-finale, tu gagnes le Next Prince of Comedy. Est-ce que toi, tu recommanderais aux gens de faire ce concours et qu'est-ce que ça t'a apporté de le faire et de le gagner? Oui, alors clairement, moi je recommande à ceux qui, je dirais, ceux qui envisagent de faire un concours de ce type-là, de peut-être, en tout cas, avoir déjà dans ses bagages plusieurs sketchs, plusieurs trucs qu'ils ont déjà écrits, de pas le commencer trop tôt. Je dis ça parce que tout simplement, pour l'instant, tous ceux qui ont gagné le Next Prince l'ont gagné à leur première tentative. C'est peut-être un hasard, ça veut pas dire que c'est impossible de le faire en réessayant, mais je crois qu'il y a un côté, ah tiens, lui on le connaissait pas, qu'est-ce qu'il nous propose? Et bam, il a des trucs, ah oui, il a des bagages, ça fonctionne. Et en tout cas, il semblerait que c'est comme ça que ça se soit passé à chaque fois. Mais oui, je le recommande, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est
c'est un plaisir de dingue pour ceux qui ont envie de faire de la scène, de tester des sketchs, de rencontrer aussi ce petit monde des stand-uppers bruxellois qui, moi, je trouve, c'était une très très bonne surprise. Je trouve que la plupart sont bienveillants, sont sympathiques, donc je trouve ça c'est génial. Et puis il y a un aspect dans le concours que j'ai trouvé très chouette et qui m'a apporté beaucoup, c'est quand tu en arrives en quart de finale, je sais pas si c'est encore en quart de finale maintenant, mais il y a un thème imposé. Donc tu peux laisser tomber ce que tu as déjà écrit, ce que tu as déjà testé, tu vas devoir écrire sur un sujet. En fait, on te propose 3 sujets et tu en choisis un. Et moi, je me rappelle, les thèmes imposés, c'était le divorce ou le mariage est une bénédiction parce que, et puis tu pouvais élaborer à partir de ça, l'immigration choisit un choix pour qui, et un truc sur les dentistes, je sais plus. C'était les 3 thèmes. Et moi, j'ai choisi l'immigration choisit un choix pour qui, et je suis parti sur le sketch que tu connais peut-être de Theo Franken, qui est en charge de l'immigration, mais pas des gens, mais des animaux. Et ce sketch m'est venu assez rapidement quand il y a eu les thèmes imposés. Et ce sketch, il m'a amené très loin parce que ça a cartonné, que je l'ai proposé à un concours d'humour, le Vous Rire de Liège, où les frères Taloche l'ont vu. Ils m'ont demandé de venir jouer ce sketch pour leur émission Les 20 ans signé Taloche. Et c'est un sketch qui m'a permis aussi de gagner d'autres petits concours d'humour. Et c'est un sketch que j'aurais jamais écrit si j'avais pas eu un thème imposé. Et donc parfois la contrainte t'offre une ouverture, une voie dans laquelle tu te serais pas engouffré si t'avais pas eu ce petit challenge, quoi. Dave Parker a eu la même chose avec son sketch du Colruyt. Ouais, ben voilà, exactement. Et c'est chouette aussi d'écrire sous la contrainte, parce que parfois ça ouvre la créativité, moi je trouve. Et le fait de gagner le concours, est-ce que tu as vraiment senti que ça avait fait une différence au niveau de la reconnaissance, au niveau du public, ou... Au niveau du public, j'étais encore, je suis pas très connu, tu vois. C'est pas comme si d'un seul coup t'étais sur les unes des magazines et sur tous les écrans de télé. Mais par contre, tu peux, plus facilement après te dire tiens, je peux m'inscrire à d'autres concours. Si je l'ai remporté, c'est que j'ai quand même ma place dans ce game. Et puis par rapport aux autres stand-uppers bruxellois, ça t'apporte une petite légitimité supplémentaire, quoi. C'est plus par rapport aux humoristes que ça te montre un peu je sais faire, quoi. Oui, mais après, t'as encore rien prouvé quand t'as fait ça. À chaque fois que tu montes sur scène, que ce soit dans un plateau d'humour, que ce soit pour un complet, tu dois à chaque fois tout reprouver, parce que c'est pas parce que t'as fait rire à un moment donné sur un concours, et encore sur le concours, j'ai pas fait rire à chaque fois. Mon deuxième passage en 8e de finale, le retour de Cédric qui gère le concours, qui est le patron du Kings, c'était, on était un peu déçus par rapport à ce que Denis nous a montré la première fois, et là tu te remets en cause et tu te dis ok, c'est pas parce que la première fois j'ai cartonné que c'est acquis, quoi. Et là tu te retrousses les manches et tu dis ok, peut-être que c'était un petit peu faible ce que j'ai proposé, on va essayer de faire plus fort pour la prochaine fois, quoi. C'est vrai qu'en fait, tu peux faire la meilleure scène du monde et le lendemain faire ta pire. Ah oui, complètement. Et c'est pour ça aussi qu'après avoir fait des bides, et ça arrive et ça arrivera encore, il y a toujours quelque chose à ressortir et toujours une leçon à tirer, en fait. Évidemment, t'as peut-être beaucoup plus de chances de retirer quelque chose quand t'as bidé que quand t'as fait un carton. Quand t'as fait un carton, tu te sens un peu le roi du monde. Mais parfois, le contraste, parce que c'est parfois l'inverse, tu fais d'abord un carton et puis le lendemain, tu fais vraiment un bide énorme. Et là, tu te dis, ok, il y a quelque chose qui est moins bien passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est moi qui ai moins bien vendu mon truc? Et puis, il y a aussi une chose à laquelle on doit tous arriver à accepter, c'est que on ne plaît pas toujours à tout le monde. Il y a des publics qui vont t'adorer et des publics qui vont pas trop t'aimer. Et il y a des publics qui vont être assez discrets, qui vont pas beaucoup rire de façon bruyante, etc. et qui en fait vont vraiment apprécier ce que tu fais. Et en plus de ça, moi, j'ai pas forcément toujours un style d'humour qui provoque les plus grands rires. Parfois, c'est un style d'humour où tu vas plus se dire « Ah, c'est pas mal, c'est bien trouvé ce qu'il a fait », mais qui provoque pas... tu te déchires pas le bide de rire, quoi. Ça dépend des sketchs, parce que le dernier que j'ai vu, j'ai hurlé de rire, mais après, moi, je suis vraiment un très très bon public. J'invite tous ceux qui font des sketchs à m'inviter à leur spectacle parce que je ris vraiment très fort. Donc généralement on m'entend bien. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai demandé tout de suite après avoir vu le sketch, parce que j'adore ce sketch avec cette vanne sur les saumons qui est incroyable. Je la spoil pas pour personne, mais elle m'a fait tellement rire que juste à la pause, à l'entracte, je suis tout de suite venu te voir en disant il faut que je fasse un podcast avec lui parce que il est drôle en fait.
Ah ben ça fait plaisir. C'est le podcast du compliment, hein, donc. Ah ben très bien, ben je reviendrai. Non, mais ça fait plaisir. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour faire marrer les gens et quand ça marche, c'est tellement de plaisir, quoi. C'est tellement gai. En 2018, après, tu fais ta première apparition au What the Fun et tu deviens un peu un artiste récurrent de cette magnifique plateforme. Je précise qu'elle est magnifique parce que je veux encore jouer avec le What the Fun dès que ça reprend. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le What the Fun? Qu'est-ce que tu penses que ça a changé dans le milieu de l'humour en Belgique? Mais en fait, ça, je vais avoir du mal à répondre à la partie qu'est-ce que ça a changé, parce que moi, quand je suis arrivé dans le milieu du stand-up bruxellois, ils étaient déjà implantés. Et donc très vite, on m'a dit, va voir Rudy et Raph du What the Fun si t'as envie de faire des plateaux d'humour, parce que eux, ils gèrent le What the Fun et machin. Mais ils étaient déjà là. Il y en a beaucoup qui ont vu l'émergence du What the Fun et qui ont pu voir tout ce que ça avait changé. Moi, je suis arrivé à un moment où ça commençait déjà à exploser, en fait. Mais pour moi, ça m'a apporté énormément. Bon, déjà, j'ai une super relation avec Raph et Rudy. Je trouve qu'ils font un boulot incroyable. Et puis, ça m'a amené à connaître encore plus le milieu des stand-uppers bruxellois. Ça m'a ouvert plein de scènes à Bruxelles, ailleurs, dans un cadre toujours très très professionnel, je trouvais, toujours très bien géré, avec une bonne dynamique, avec un bon équilibre de plateau. Et puis, il y a rien à faire. Quand t'as envie de jouer, quand t'as envie de tester, t'as envie d'avoir des scènes pour le faire. Et le simple fait que tu ne dois pas les chercher, mais que tu peux simplement demander au What the Fun et que ils vont essayer de te caser sur quelques scènes tous les mois, etc. Mais c'est un confort qui est incroyable. Avant, je sais pas comment les gens faisaient. J'imagine qu'ils devaient eux-mêmes démarcher ou essayer de trouver une scène ouverte par-ci par-là. Ici, on a un truc clé en main avec le What the Fun. On s'inscrit. Bon, maintenant, on est très nombreux dans les stand-uppers bruxellois à vouloir jouer, donc ils doivent faire des choix sur qui joue et quand. Et j'ai la chance de pouvoir jouer en moyenne une fois par mois, peut-être parfois même 2 fois par mois, grâce au What the Fun, et je les en remercie parce qu'ils font un boulot de dingue et ils offrent des soirées incroyables. Donc c'est vraiment très très chouette. Et non seulement ça, mais c'est rare, ça arrive, hein, mais c'est très très rare qu'il n'y ait pas un public qui soit présent et qui soit présent même en masse pour les soirées du What the Fun. Donc ils gèrent très bien leur communication aussi. Et puis ils se professionnalisent vachement. Ils sont passés de simplement la gestion des petites scènes à l'organisation de soirées avec parfois un profil de plus en plus sérieux sérieux dans l'humour, mais je veux dire plus en plus ambitieux dans les artistes qui font venir. Et donc c'est amené à continuer à se professionnaliser. Donc c'est chouette d'avoir une bonne implantation dans ce milieu-là en tout cas. Et c'est toujours bienveillant, il y a toujours des retours constructifs sur ce que tu fais, avec parfois des critiques qui aident à avancer, qui aident à mettre le doigt sur ce qu'il faut améliorer. Donc c'est une bonne période pour être un stand-upper à Bruxelles. Bon, pas la période du Covid, mais la période du What the Fun, c'est une très bonne période. Oui, c'est clair. J'invite tous ceux qui écoutent le podcast et qui aiment l'humour à aller voir les scènes du What the Fun. Et oui, ceux qui veulent se tenter à l'humour, d'aller parler à Raph et Rudy. Il y a évidemment Raph et Rudy, mais il y a toute une équipe. Il y a d'autres stand-uppers qui travaillent maintenant sur certaines scènes, qui gèrent des scènes eux-mêmes du What the Fun. Encore une fois, il y a Raph et Rudy, mais il y a toute l'équipe derrière. Et c'est vraiment une chouette équipe, en fait. Il y a vraiment une bienveillance. On pourrait penser que le milieu du stand-up bruxellois, c'est beaucoup de concurrence et c'est beaucoup on joue des coudes pour être celui qui émerge. Mais moi, comme j'ai pu le dire déjà un peu plus tôt, moi, ce qui m'a vraiment étonné quand je suis arrivé là-dedans, c'est que c'est quand même énormément de gens super sympas, positifs. Voilà, il y a pas trop de coups bas, quoi. Je pensais qu'il y en aurait peut-être plus, mais il y en a vraiment pas beaucoup. En tout cas, moi, s'il y en a, j'ai été jusqu'à présent assez épargné. J'ai été aussi épargné, franchement, vraiment très sympa. Moi, je suis assez stressé, j'ai du mal à aller parler aux gens et il m'a fallu 2 heures pour me dire, allez, à la fin de la scène, je vais aller voir Rudy, je vais lui parler, je vais lui dire que je dois faire des scènes. Et après 3 secondes, je me suis dit, mais pourquoi j'ai stressé? Ce gars est super sympa. Mais parce que Rudy est impressionnant, parce qu'il est grand, parce qu'il a une grosse barbe, parce qu'il a une grosse voix, il fait peur. Voilà, ça je lui ai déjà dit. Rudy, tu fais peur. Allez voir Raph. Raph est plus doux, il est plus... Je n'ai rien dit, moi. Alors ensuite, t'as fait des concours d'humour aussi. T'as gagné le prix du public au Festival du Rire de la Ruche. En 2019, tu gagnes le même prix au Festival de Remicourt. Apparemment, le public t'aime assez bien. Est-ce que toi, tu aimes ça, faire les concours d'humour, ou tu le fais parce qu'il faut le faire? Non, j'aime bien le faire. C'est pas toujours simple la compétition avec les autres.
Mais non, j'aime bien ça. Et puis j'aime bien parce que ça me permet aussi d'aller à la rencontre de publics de d'autres villes, en fait. Parce que finalement, moi, je gravite beaucoup sur Bruxelles, mais grâce à ces concours, t'es amené à aller à Liège, à Rémicourt, à Charleroi, un peu partout. Et donc à ce niveau-là, c'est bien aussi de voir si ça plaît en dehors de ton microcosme bruxellois. Et non, c'est chouette. Après, effectivement, il y a toujours des déceptions dans un concours, parce qu'il y en a qui gagnent, il y en a qui gagnent pas, et c'est pas toujours ça. Moi, j'avoue que j'ai une frustration par rapport à un concours en particulier. C'est un concours où en finale, et ça apprend. C'est de nouveau encore, on retire des leçons. Je n'ai pas respecté la limite de temps. J'ai dépassé la limite de temps et j'ai été purement et simplement disqualifié en finale pour ce dépassage de temps. Ow. Mais ça m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir à faire ce concours. Mais c'est vrai que là, quand on me parle de concours, j'ai toujours celui-là qui me revient à l'esprit. Et j'ai là, si je m'étais arrêté. Surtout qu'il y avait eu un signal, hein. Il faut être honnête, il y avait une lumière rouge qui me disait il te reste 1 minute, tu dois terminer. Et j'étais dans mon sketch de Théo Franken et j'avais tellement une chouette vibe, un chouette retour du public que j'avais pas envie de le lâcher en plein milieu du sketch, et donc j'ai décidé de continuer tout simplement en connaissance de cause. Donc je mérite ma disqualification. Et je pensais pas c'était la finale, et je me dis bon, ils vont peut-être pas être aussi stricts que ça en finale, c'est pas grave si je dépasse encore d'1 minute, parce qu'il me restait vraiment pas beaucoup. Eh ben non, ils étaient très stricts et ça n'est pas passé. Donc voilà. Mais malgré tout, il y a énormément de plaisir à faire ça quand ça fonctionne, quoi. Mais de nouveau, c'est pas forcément le cadre du concours qui apporte du plaisir, c'est la scène, et c'est le public qui réagit et qui se marre et qui est content de ce que tu lui proposes. C'est ça qui est magique. Mais c'est vrai que tu découvres un public différent de celui qui va dans les comedy clubs ou dans les scènes du What the Fun. C'est chouette aussi d'aller à leur rencontre. Bon, quand ça se passe bien, c'est mieux, hein, clairement. Ah oui, c'est sûr. Mais toi, ça s'est assez bien passé dans les concours, hein. Tu as gagné 2 fois le prix du public, et tu as été finaliste à plusieurs festivals, comme celui du Vourir, à celui de Rochefort aussi, je crois. Bastogne. De Bastogne, pardon. C'est assez sympa les concours, mais c'est vrai que cette petite compétition entre les humoristes qui n'ont pas l'habitude d'être en compétition, des fois c'est dur à gérer, parce que tu le gardes quand même en tête. Donc j'ai eu la chance que ça se passe assez bien dans les concours, et en même temps le concours, tu te prêtes au jeu, hein. Tu sais bien que quelque part simplement le fait de faire du stand-up, tu te fais juger, tu acceptes que quand tu montes sur scène, c'est pour que les gens jugent ce que tu leur proposes comme sketch. Donc un concours, c'est une autre façon de dire aux gens, jugez-moi, jugez ce que vous aimez, et jugez-moi par rapport à d'autres. C'est ça qui est peut-être un peu plus difficile. Jugez-moi par rapport à d'autres. Mais attention, hein, parce que là tu mets beaucoup en avant ce qui fonctionne bien. J'ai eu des moments où c'était exactement l'inverse, où il y avait des soirées d'humour où tous les humoristes cartonnaient, et moi je faisais un gros bide, hein. Donc tous les cas de figure se sont déjà présentés à moi, des plus chouettes scènes au pire. Donc Tu me tends une perche. Tu as parlé dans le podcast à guichet fermé d'une scène qui s'était mal passée. Ouais. Tu en aurais une autre en particulier qui te vient à l'esprit quand on parle de bide ou de scènes compliquées? Tu pourrais partager avec les auditeurs qui voudraient en entendre encore une autre. Mais donc la scène dont tu parles à guichet fermé qui était à nu, c'était la pire parce que tout le monde faisait un carton, vraiment. Il y avait 6 humoristes et ils se sont marrés sur les passages des 5 autres, et à mon passage c'était le calme plat. Donc celui-là c'était le plus marquant. Mais il y a eu d'autres scènes qui sont peut-être un peu moins marquantes parce que c'était beaucoup de gens où ça ne fonctionnait pas. Et il y a certes, donc on parlait de la qualité des scènes du What the Fun, ils font un travail de dingue, mais il y a eu certains choix de certains lieux qui étaient peut-être pas les plus pertinents, et notamment des cafés qui proposent effectivement des cafés où les patrons étaient très motivés d'avoir une soirée d'humoristes, mais où c'était pas suffisamment clair que ça allait être une soirée d'humoristes pour tout le café. Et donc ce qui se passait, c'est que tu avais les gens qui venaient pour voir les humoristes, qui s'asseyaient sur les sièges orientés vers la scène, etc. Et puis une autre partie de ce même café au fond avec les gens qui venaient boire un verre et qui n'en avaient absolument rien à cirer de venir écouter des humoristes. Et donc tu essayes tant bien que mal de faire ton sketch, mais t'as tout le fond du café qui fait un brouhaha de dingue. Ceux qui sont devant n'osent peut-être pas forcément se marrer, ou bien de toute façon on n'entend peut-être pas suffisamment bien à cause du bruit de fond qui n'arrête pas. Et donc ça, c'est des soirées où tu rentres, même si tu passes en 3e, 4e, 5e, 6e, tu vois dès le début que ça va être hyper galère, parce que tu vois le premier humoriste qui va essayer de faire rire, et t'entends que derrière ça se calme pas. Et malgré le super boulot que font de nouveau Raph et Rudy pour essayer de gérer aussi le public, essayer de les calmer, aller les voir aux tables, dire écoutez, on a des artistes, et par respect vous pourriez parler moins fort, etc. Parfois ça passe pas, quoi. Et là t'es dans des scènes très très compliquées, quoi.
Et au fur et à mesure de la soirée, les gens commencent à boire un verre aussi, donc ça... Ah ouais, non, c'est foutu. Et ça, il y en a eu quelques-uns. Mais pour parler sur quelque chose de plus positif, alors, quelle serait pour toi ta meilleure scène jusqu'à maintenant? Ma meilleure scène. Écoute, il y en a une qui récemment m'a beaucoup marqué pour 2 raisons. Déjà, c'était la dernière avant le premier confinement et elle suivait la pire scène que j'ai faite, dont je parlais dans le podcast du What the Fun, celle d'Anu. C'était à l'Entrepote à Schaerbeek. Tu sais, on dit parfois il faut trouver son public. Moi, j'ai l'impression que j'ai trouvé mon public, c'est le public schaerbécois. Je sais pas pourquoi, à Schaerbeek, que ce soit à Le Samoil, que ce soit à l'Entrepote, que ce soit dans d'autres, ça marche à chaque fois. Et là, dans ce petit bar qui était la toute dernière scène avant que tout s'arrête, j'ai pris un plaisir de dingue. J'avais le public dans ma main et c'était qui me mangeait dans la main, quoi. Et c'était super gai. Après, j'ai comme je disais aussi dans l'autre podcast, on va pas chaque fois rediriger vers ce podcast du What the Fun, mais tu parlais en tout début de Nikos et de cette demi-finale. Mais j'ai pris aussi un plaisir de fou à cette demi-finale face à Nikos. Avec ce côté un petit peu particulier de cette scène-là, c'est que quand tu parles de ce sketch de l'avocat qui me défend dans cette demi-finale de concours, c'est un sketch que je ne pouvais faire que à ce moment-là, que je vais pouvoir refaire. Je serai plus dans un concours face à Nikos. Ce sketch a eu une durée de vie ultra éphémère et a cartonné et heureusement que ça a été filmé parce que c'était un ami qui était dans la salle qui a décidé de filmer. Je savais même pas qu'il allait le filmer. Et sinon, ce sketch serait retombé dans l'oubli total. Et heureusement, il y a une petite vidéo. C'est la seule vidéo que j'ai sur ma page Facebook d'ailleurs. Et il était trop chouette ce sketch. Donc ça, c'était vraiment le pied. Et en parlant de scènes, un peu des moments forts, le 28 décembre, tu participes à Signer ta loche avec notamment François Pirette, Virginie Hoc, Elise Moon, Michel Boujna, diffusé sur La Une, une chaîne principale belge pour les Français qui pourraient écouter le podcast ou les Québécois. Comment ça s'est passé pour toi cette scène, première fois à la télé avec des grands noms comme ça, toi qui en plus avais un style assez différent des autres artistes présents dans la soirée? J'étais évidemment stressé de rencontrer aussi ces gens. Je veux dire, Elise Moon, quand je parlais des sketchs que je regardais quand j'étais petit, j'ai oublié de mentionner Elie Dieudonné, mais clairement, et puis Dieudonné plus tard, évidemment. Mais je regardais quand j'étais petit, j'adorais les sketchs qu'il faisait. Entre parenthèses, Elise Moon qui était un gars super sympa quand j'ai rencontré. C'est impressionnant. Et puis en même temps, tu te dis, je suis avec ces noms-là, et c'est aussi une validation de ce que je suis en train d'essayer de créer, de ce que je suis en train de proposer, et te dire, attends, j'ai été repéré par les frères Taloche qui veulent que je fasse leur émission. J'étais hyper fier, évidemment. Je m'étais dit, ok, je joue le rôle de Théo Franken à la télévision. Je peux pas me permettre d'avoir le trac, je peux pas me permettre d'avoir l'air pas à l'aise, je peux pas me permettre d'avoir la voix qui tremblote, donc je devais absolument, sinon c'était pas crédible du tout, projeter l'image de quelqu'un de sûr de lui. Et pour la petite histoire, je crois que ça s'est, d'après ce que j'ai vu après, ça avait l'air de bien passer, mais il y a un truc qu'on ne voit absolument pas sur l'image, c'est que j'avais les jambes en coton. Donc moi je sentais comme si mes jambes à tout moment pouvaient me lâcher, et puis le cadre aussi était, moi j'avais pas encore joué dans un tel théâtre, c'était vraiment très impressionnant. Donc une super expérience, et puis les frères Taloche qui sont absolument adorables, super bienveillants. C'était vraiment un grand moment de plaisir. Mais je te rassure, ça ne se voit absolument pas à l'image. On voit juste quelqu'un qui a l'air très à l'aise sur scène, qui est un peu chez lui, mais ça ne se voit pas en tout cas si tu étais stressé. Oui, non, mais je suis content, mais je m'attendais pas du tout à cette sensation des jambes qui allaient me lâcher. J'essayais de rester dans ma tête sur le sketch et sur l'échange avec le public, parce que j'avais ce sentiment mais je vais tomber. C'est bizarre, ça c'est le corps qui s'exprime, hein. Ouais. Mais ça fait partie de l'apprentissage, hein, de gérer ses émotions, son stress. Et c'est marrant que la scène soit énorme ou petite. Au moment où tu te jettes sur scène, tu te jettes dans l'arène et tu te dis, ok, maintenant les gens vont m'écouter, me juger. Il y a rien à faire, t'as quand même toujours ce stress qui arrive, toujours. Surtout avant. Et puis dès que t'as le public et que t'as les rires, là en général ça se passe mieux. Tu es beaucoup moins stressé maintenant ? Non. Enfin, c'est ce que je disais. Enfin, oui. Alors, il y a quand même un peu plus d'expérience de la scène, mais les minutes qui précèdent ce moment où tu vas aller sur scène, il y a rien à faire. C'est quand même toujours présent, quoi. Après, évidemment, à force de faire des scènes, tu commences à devenir plus confiant dans ce que tu proposes. Tu commences à avoir des petits trucs où tu te dis, je peux rebondir là-dessus si jamais ça se passe pas aussi bien que je voudrais. Tu prends quand même de la bouteille, mais le stress et cette adrénaline qui est là juste avant, elle est
toujours là et je pense qu'elle partira jamais vraiment et tant mieux parce que c'est ce qui donne aussi le peps, le plaisir une fois que ça démarre, quoi. D'office, ça reste quelques minutes avant. C'est toujours, mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça? Ouais, mais quelques minutes après, t'es sur scène, ça rigole et tu dis, ah ben voilà pourquoi je fais ça. Et là, tu prends ton pied. Ah, ça me manque. Tu vois, en parler avec toi, ça me manque là, vraiment. Ah, j'ai envie de scène. Vivement que ça reprenne. Désolé de te donner envie de monter sur scène et en même temps, je pense que c'est une bonne chose que l'envie reste. En février 2019, tu fais aussi la première partie de Pablo Andrés et de Cécile Djunga un peu plus tard. Est-ce que tu aimes ça, toi, faire les premières parties parce que le public s'attend à quelqu'un, finalement c'est toi, c'est pas le même style. Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves difficile ou c'est un exercice que tu as apprécié de faire? Alors évidemment, j'apprécie toujours de pouvoir faire des premières parties parce qu'en général, tu vois, tu cites Cécile Djunga, Pablo Andrés, tu sais que la salle va être bien remplie et déjà jouer devant des salles bien remplies, c'est toujours un plaisir. Maintenant, c'est effectivement peut-être pas les scènes les plus simples à faire parce que comme tu dis, les gens ils viennent pour voir l'artiste pour lequel ils ont payé leur place et donc c'est leur style d'humour qu'ils viennent chercher et ils sont pas forcément prêts à ce que tu vas leur proposer. Alors soit ils peuvent adhérer, soit ils peuvent moins adhérer. C'est peut-être plus simple dans un plateau d'humour où ils savent qu'il y aura de la variété dans ce que les gens proposent et où il y a peut-être un peu plus d'ouverture. Donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Là où j'ai ressenti ça le plus fort, c'est pas forcément avant Pablo Andrés où ça s'est quand même relativement bien passé, Cécile Djunga aussi, c'est plutôt pour les cartes blanches de Guillermo Guise au Kings of Comedy Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, Guillermo Guise rodait son spectacle, des parties de son spectacle, et pendant des semaines, des mois, il invitait tous les, je sais plus, c'était les lundis, je crois, 3 autres humoristes à partager la scène avec lui. Et donc, ce qui se passait, c'est que il faisait un premier passage, et puis il y avait un autre humoriste qui faisait 10 minutes, et puis il revenait, il faisait un quart d'heure, et puis un autre humoriste faisait 10 minutes, etc. Et là, vraiment, les gens, on sentait ça très très fort. Les gens viennent pour Guillermo Guise, et moi j'ai fait, je crois que j'ai fait 4 carte blanche avec lui ou 5, je sais plus, 4 ou 5. Et il y a eu 2 occasions où vraiment on a senti très très fort. Et quand je dis on, c'est parce que les autres humoristes qui venaient ces soirs-là, ils ont aussi galéré à mort. On sentait que les gens, ils se marraient comme des dingues quand c'était Guillermo Guise. Mais les gens qui passaient entre ces passages, ça passait moins bien, quoi. Et effectivement, c'est un risque que tu peux avoir sur les autres quand tu fais les premières parties. Mais c'est surtout là que moi je l'ai ressenti. Et c'est pas grave, il faut essayer de l'accepter et de jouer avec ça. Mais bon, là, tu passes peut-être à un moment où le plaisir est moins intense parce que tu sens moins que tu captes les gens, quoi. Mais ça dépend un peu à quoi les gens s'attendent. C'est vrai que j'ai ressenti ça quand je suis allé voir les cartes blanches, c'est qu'il y a vraiment un public qui est là pour Guillermo et qui limite sont éveillés quand il parle et qui sont en pause quand c'est plus lui, quoi. Mais c'est un beau défi aussi, te dire, ok, ils sont vraiment pas là pour toi. On va voir si tu arrives à les choper. Et parfois, tu repars avec un super sentiment et parfois un peu moins. C'est sûr que si les vannes que tu fais ce jour-là fonctionnent, c'est qu'elles marcheront un peu partout, du coup. C'est le public est plus difficile. Ouais, je suis même pas sûr parce qu'encore une fois, non, peut-être que ce public-là va accrocher à ce que fait Guillermo Guise et toi, mais c'est pas pour ça que ça marchera partout. Ouais, peut-être plus. T'as peut-être raison qu'il y a plus de chances que ce soit validé s'ils étaient pas là pour toi et que tu les as quand même fait rire. Mais tu vois, il y a pas de constante, parce que comme je te disais, à certaines cartes blanches ça marchait très bien et à d'autres ça marchait pas du tout. Bon, après, c'est pas forcément les mêmes choses que tu proposais, mais c'est le même style, en tout cas. C'est vrai qu'il n'y a pas de certitude, quoi. Il y a jamais de certitude. Toi, comment est-ce que tu écris? Parce que je crois que tu es un des seuls que je connais qui, comme moi, écrit tout sur un texte, mot à mot. Toi, t'as même un code couleur. Est-ce que tu peux expliquer un peu à quoi ressemble ta feuille de texte et comment tu l'écris? Ah oui, non, mais je sais que je vais sans doute beaucoup trop loin pour certains. J'essaye de travailler le texte pour qu'il soit le plus efficace possible. Et du coup, c'est ce que je disais un peu plus tôt, je passe énormément de temps à choisir les mots que je vais employer. Et du coup, comme il y a ce travail de choix, j'ai pas envie de me tromper au moment où je suis sur scène. Donc il y a la part liée à l'improvisation, elle est assez réduite. Et donc effectivement, comme tu t'as pu le voir, moi avant de monter sur scène, quand je répète mon texte, il est fait de paragraphes avec des couleurs différentes qui veulent dire que je passe par des idées différentes, avec des mots qui sont en gras parce que je sais que ça c'est la punchline à côté de laquelle je dois absolument pas passer. C'est très préparé. Et pourtant, j'essaye que sur scène, au moment où je le dis, on ne sente pas trop le travail derrière. On ait l'impression que c'est quelqu'un qui parle le plus naturellement possible. Peut-être que ça passe différemment. Je sais rien. Justement, Rudy et Raph me disaient dans l'interview que j'avais un style qui était plus lyrique, alors que c'est
honnêtement pas du tout un objectif. Moi, j'aimerais que ça ait l'air le plus naturel possible. Mais avant toute chose, même plus qu'être naturel, je veux que ce soit efficace. Et pour que ce soit efficace, j'ai l'impression que chaque mot a son importance. Et donc oui, il y a beaucoup de travail sur le texte. J'ai une admiration. En tout cas, pour moi, c'est presque de la science-fiction quand je vois des humoristes qui se lancent et ils regardent leur bout de papier et il est marqué, il y a 3 mots et ils se lancent sur ces 3 mots et ils brodent autour de ça. Et c'est tout ce dont ils ont besoin comme pense-bête. C'est balèze, quoi. Je suis comme toi, je ne comprends pas ça. Non. Par exemple, Nathan Drapa qui me dit je sais pas ce que je vais faire ce soir. Rien que la pensée de me dire je vais monter sur scène, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis un peu malade. Ah, complètement. Maintenant, parfois, je me suis demandé, c'est pas dans le cas de Nathan Drapa, mais souvent, il y a des humoristes qui disent, je sais pas encore exactement ce que je vais faire ce soir. Moi, je me demande quand même dans quelle mesure c'est vrai ou pas. Ou s'ils disent pas, écoute, à moins que j'ai un éclair de génie, je vais faire mon truc rodé. Parce que j'ai quand même, ça me paraît tellement dingue de me dire que 3 minutes avant de monter, ils sont encore à dire, je sais pas encore ce que je vais faire. Je crois qu'il y en a qui peuvent le faire. PE, par exemple, je pense que lui, c'est tout à fait vrai. Lui, il est capable de partir avec tout, il va rebondir sur tout ce qui se passe. Lui, je le crois sur parole s'il me dit je sais pas ce que je vais faire ce soir, mais moi j'ai tout qui est écrit. Le soir, si je joue ça, je répète ça de la journée. Je connais mon texte et ça me viendrait même pas l'idée de jouer autre chose que ce que j'avais prévu. Je peux improviser des fois par rapport à ce qui se passe, mais c'est vrai que je suis un petit peu trop attaché à mon texte. Est-ce que toi tu penses que c'est un point fort, que tu aies un texte vraiment préparé, ou des fois ça casse le côté improvisation, on réagit à ce qui se passe? Oui, clairement. C'est à double tranchant. C'est bien parce que c'est plus efficace, pour moi en tout cas. Et c'est moins bien parce que j'y suis tellement attaché que parfois je suis un peu trop dedans et je suis pas suffisamment en train de sentir les réactions du public et en train de sentir les choses sur lesquelles je peux rebondir. Et quand tu vois des spectacles d'humour, tu te rends compte aussi que les moments parfois où le public réagit le plus et se marre le plus, c'est dans des moments où c'était pas prévu, où il se passe quelque chose et l'humoriste sur scène a eu le réflexe de rebondir là-dessus, il a fait des bonnes blagues par rapport à ça, et là t'as un côté encore plus admiratif de ah ouais, mais ce mec ou cette femme, ils sont vraiment super drôles parce qu'ils arrivent à prendre des trucs qui étaient pas prévus et à tourner ça à la rigolade de manière très spontanée. Et j'ai fait de l'impro, donc je devrais être ouvert à ça, et je le fais peut-être pas assez. Et j'aimerais le faire plus. Maintenant, je suis à un stade où je pourrais me dire, ok, mon texte c'est bon, c'est un socle, je sais qu'il est là. Maintenant, ouvre ton radar, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles et réagis aussi à ce qui se passe dans le public, quoi. Mais en tout cas, quand tu joues sur scène, moi je ne vois pas le texte. Je ne me dis pas c'est quelqu'un qui récite un texte en tout cas. Ah bah tant mieux. On ressentait quelqu'un d'à l'aise sur scène qui nous parle avec un personnage. Clairement, pour moi, c'était évident en tout cas sur le sketch que j'avais vu. Mais je voyais pas le texte derrière. Tant mieux. Ça c'est l'effet voulu. C'est parce que si tu commences à ressentir et à réfléchir au fait que le gars il a trop écrit son texte, alors tu vas peut-être moins accepter ce qu'il dit comme quelque chose de vrai. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais... Je vois bien, mais moi je trouve que tu fais ça très bien. Cool. Je continue avec les compliments. Ah bah je prends. Ça fait plaisir. Après, en 2019, tu rôdes ton matériel, tu fais des soirées demi-demi avec Dena et Ino JP où vous partagez la scène. D'ailleurs, Dena et Ino, j'ai eu la chance de les recevoir dans le podcast, vous pouvez aller écouter ça. Je fais ma pub au passage. Hein. Très chouette humoriste. À quel moment tu t'es dit, j'ai assez de matériel pour avoir mon spectacle? À quel moment tu t'es dit, c'est bon, maintenant je lance le spectacle? En fait, je crois que j'ai peut-être... je dirais pas que j'ai fait une erreur, mais moi je l'ai abordé différemment. C'est-à-dire que je me suis mis une deadline. Je me suis dit, ok, parce que j'ai parfois tendance aussi à procrastiner et à faire d'autres choses. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, on va arrêter une date. C'était mai 2019, si je me trompe pas. Le 3 mai, ouais. C'est ça. Et je m'étais dit, pour cette date-là, je vais réserver le Kings of Comedy Club et je vais présenter un complet. Et j'avais déjà beaucoup de sketchs qui étaient rodés, qui fonctionnaient bien. Mais c'est tout à fait autre chose d'avoir un spectacle qui fonctionne bien. Parce que je m'étais dit, ok, avec suffisamment de réflexion, on va pouvoir mettre tout ça en musique et avoir un spectacle un petit peu patchwork qui tient la route. Et très vite, j'ai commencé à me rendre compte que faire un spectacle patchwork, c'est pas un spectacle. C'est effectivement, c'est un patchwork. C'est-à-dire que c'est plusieurs sketchs qui fonctionnent bien, séparément, mais les proposer tels quels, comme ça va pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, commence un travail où tu te dis, bon, mais il faut pas être trop attaché à son texte, pas trop attaché, trop amoureux de ces différents sketchs, et accepter de se dire, celui-là, par exemple, il dégage. Et tu vas peut-être pas le faire après avoir fait ton spectacle complet une seule fois. Tu vas quand même
tester encore une deuxième fois, en essayant peut-être de placer certains éléments avant, après. Mais il y a un moment donné, il faut savoir faire des choix et se dire, toute cette partie-là, elle cadre pas avec l'ensemble. Et qu'est-ce que je veux raconter? Quel est mon fil rouge? De quoi je démarre? Avec quoi je termine? Et qu'est-ce que je mets entre les deux? Je pense que maintenant, ce que je propose, je crois, en tout cas, je le vis comme ça et je vois que ça marche mieux avec le public, est plus efficace parce que j'ai accepté de dire, ce sketch-là, que pourtant j'aime beaucoup, que je trouve très, très chouette, tant pis, il sera pas dans le spectacle, peut-être qu'il arrivera dans un autre spectacle plus tard, peut-être que je ne le ferai plus que sur des petites scènes à gauche et à droite, mais le spectacle, en lui-même est mieux sans ce passage-là. On est des fois attaché à des vannes qu'il faut qu'on se sépare ou que le public ne réagit pas autant que nous, mais à un moment donné, il faut se faire une raison, mais c'est vrai que c'est dur, mais en même temps, à un moment donné, il faut. Oui, ça c'est un conseil que m'avait donné mon pote Étienne Serre que j'avais été voir au tout début quand je m'étais dit je voulais faire un spectacle complet. Il m'avait dit, première chose, meilleur conseil, ne sois pas amoureux de ton texte et accepte de virer pour garder vraiment seulement ta substantielle moelle et dans quelque chose de continu, qui a du sens, qui a un fil conducteur et qui va quelque part, quoi. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas ça, mais c'est ça qui est gai aussi, c'est que moi, mon complet, je l'ai pas fait énormément de fois. Au total, j'ai dû le faire, je sais pas moi, une douzaine de fois peut-être. Et les 12 fois, c'était différent. Et je sens que depuis les trois derniers complets, j'ai vraiment quelque chose de plus efficace. J'ai hâte de le voir complet. À chaque fois, tu le faisais le mardi soir et à chaque fois, je travaillais, donc je pouvais pas voir le complet, mais j'ai hâte. J'ai hâte que tu viennes, surtout si tu te marres comme un dingue et que tu entraînes avec toi tout le public, alors ça c'est génial. Je sais pas si le public est entraîné avec moi, mais en tout cas, on m'entend bien. On te mettra tout devant. Avec grand plaisir. Actuellement, toi, tu ne travailles pas comme humoriste à temps plein. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire ou tu gardes l'humour un peu sur le côté? Je suis tiraillé par rapport à ça, parce que clairement, j'aimerais me dire que je mets toute mon énergie là-dedans et que je mets des grands objectifs, des grandes ambitions et que je me donne les moyens. Mais c'est pas aussi simple que ça, d'autant que maintenant, je suis devenu papa et tu te dis si vraiment tu veux en faire ton métier, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es sur la route tout le temps, que tu fais des spectacles à gauche, à droite, que t'es très peu chez toi. Et donc je ne sais pas encore jusqu'où j'ai envie d'emmener ça. J'ai clairement envie de continuer. J'ai clairement envie que mon spectacle tourne le plus possible. Mais je ne sais pas jusqu'où je dois mettre mon énergie. J'ai un autre métier sur le côté aussi que j'ai pas encore lâché maintenant. Donc j'ai du mal à répondre à cette question. L'envie, en tout cas, elle est là. Et en même temps, il y a des sacrifices que je suis peut-être pas prêt à faire, tu vois. Pas à ce stade-ci de ma vie. Là, j'ai envie de voir mon fils grandir. J'ai envie de passer du temps avec lui, avec ma compagne. Voilà. Donc. Mais c'est pas catégorique dans un sens ou dans l'autre, quoi. Mais non, mais j'ai du mal à, faire un choix, c'est renoncer, Et j'ai du mal à me dire que je renonce aussi à cette vie. En tout cas, ce que j'ai envie de reprendre les scènes. Pour l'instant, à Bruxelles, c'est ce qui est le plus simple, ou en Belgique, pas trop loin. Mais je suis pas prêt à sillonner les routes en France, en Suisse, avec un spectacle. Dans un monde idéal, alors ma famille vient avec moi et ça devient génial. Mais je me dis, c'est des questions auxquelles je préfère pas trop réfléchir, un peu comme avec les réseaux sociaux, parce que je me dis, la priorité, c'est peaufine d'abord, peaufine. Et si t'as un truc vraiment, vraiment excellent, là, il sera peut-être encore temps de se poser des questions pour ramener ça à un autre niveau. J'ai pas un plan de carrière, on va dire ça comme ça. J'ai pas un plan de carrière établi. Là, je viens quand même de franchir une étape, c'est que je me suis dit, il faut que je m'adjoigne les services d'un metteur en scène et que je n'ai pas encore d'ailleurs. Il faut que je réfléchisse à qui je peux approcher par rapport à ça. On lance un appel dans le podcast. Si un metteur en scène veut faire la mise en scène de Denis Richir. Mais oui, mais vraiment en plus. Parce que ça, c'est un des aspects que je voudrais améliorer, c'est le jeu de scène, tout simplement. Amener plus de rupture dans les intonations, amener peut-être un langage du corps un peu différent, qui peut peut-être amener une dimension aussi parfois un peu plus vivante au spectacle, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière en humour ? De cartonner, du succès. Non mais c'est une dure comme question. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? En tout cas, de continuer à prendre autant de plaisir. Et ça, je pense que c'est pas un problème. Je crois que ça risque de rester avec moi longtemps, ce plaisir de la scène et faire connaître. Ce qui serait frustrant, c'est de se dire, ok, j'ai un spectacle complet, travaillé avec de la mise en scène qui fonctionne et que je n'arrive pas à le vendre entre guillemets et à le présenter à beaucoup de monde. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'il puisse
tourner, ou un maximum en Belgique en tout cas. Mais en tout cas, moi, je serai là. À chaque fois, Régis, tu seras là? À chaque fois que je peux l'être et que je ne travaille pas et que ça va être compliqué, ça va être compliqué. Je serai là parfois. Ok, j'ai compris ton engagement, très léger. Et tu m'entendras. Ne t'inquiète pas. Peut-être que je rirai même trop fort, tu devras faire une remarque. Monsieur, calmez-vous. Super. Ouais, c'est un bon problème à avoir, ça. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on s'y fait assez vite. J'ai 2 questions un peu plus générales par rapport à l'humour. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de faire de l'humour? Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est le côté j'écris? Non, si on fait tout ça, c'est pour les moments où le public se marre à ce que tu dis. Moi, y a rien à faire. Ça, c'est la validation de ce que t'as fait et tout ce que t'as préparé. Mais j'aime bien le processus d'écriture. J'aime beaucoup. Mais le plaisir ultime, c'est un public face à toi qui se marre. Ça c'est le grand kiff. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins l'occasion de le faire maintenant avec mon petit fiston, mais ce que j'aimais bien faire avant, c'était des petites retraites d'écriture. J'ai beaucoup de mal à me discipliner, à me dire allez, j'essaye toutes les semaines de m'octroyer X heures d'écriture. Et donc parfois ce que je faisais, c'est que je partais à la campagne, petite maison de campagne familiale. Je partais tout seul avec un peu de réserve de bouffe et j'écrivais quoi. Et ça c'est gay parce que tu dis ok, je me consacre. C'est pas toujours simple parce que parfois, t'es devant ton ordinateur, t'as beau avoir mis toutes les chances de ton côté en disant ok, je suis pas dérangé, je suis tranquille, j'ai le temps, etc. Et l'inspiration est pas là. Mais rien que de se retrouver et se dire ok, maintenant je peux me consacrer à ça, c'est super gay quoi. Question inverse, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour? Qu'est-ce que j'aime le moins c'est évidemment les bides, c'est quand ça marche pas. Je dirais parfois c'est juste le timing des scènes. C'est-à-dire que parfois c'est trop de soirées et du coup c'est pas idéal parce que il y a pas que la scène, il y a la famille, il y a les amis, et parfois les déplacements. Le fait, parfois tu te dis, j'ai 10 minutes de scène, mais je vais devoir faire 1h30 de route pour y aller, 1h30 de route pour revenir, voire plus. C'est moins gai, c'est moins drôle. Surtout si c'est pour un concours auquel tu vas pas être retenu au final. Donc ça. Je me rappelle avoir fait 2 heures de route pour aller au festival de Herve, faire un passage de 5 minutes pour les auditions. Ça s'est pas bien passé du tout. Et t'as les 2 heures de retour où tu remets toute ta vie en question. Ah oui, ça c'est dur. Ce que j'aurais dû dire qui t'offre le plus de plaisir, c'est les scènes où tu testes du nouveau matériel et que ça marche. Ça, c'est un plaisir qui est différent de quand tu proposes quelque chose de rodé, où tu t'attends à ce que ça rie. Mais quand tu as travaillé chez toi, tu sais pas très bien comment ça va être reçu et que tu sens que le public se marre, là, c'est un plaisir encore différent. C'est vraiment chouette, ça. T'as eu tellement de stress avant parce que c'est vraiment stressant d'essayer de nouvelles choses et que ça fonctionne, c'est vrai que c'est incroyable. Je t'avais prévenu à la toute fin, ce que j'aime bien faire, c'est l'interview name dropping. Et je te demandais, à chaque fois de me donner un humoriste, tu peux aller dans tous les horizons, hommes, femmes, québécois, suisses, américains, mais à chaque fois tu dois me donner un seul nom et tu ne peux pas en donner d'autres. Ok. Je peux pas revenir sur ce que j'ai proposé alors. Tu peux revenir sur ce que tu as proposé, mais au final, il faut qu'il y ait une réponse avec un seul nom. Ok, d'accord. Ça marche. Quel est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Le complice de Jean Dujardin, là, dans les Nous c'est nous. Celui qui a fait fais pas ci, fais pas ça. Comment il s'appelle encore? Bruno Salomon. Ah, ok. Bruno Salomon, très 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 sympa. Attends, est-ce que je réfléchis à d'autres? Ah non, alors oui, je vais pouvoir dire encore un autre. Je peux changer ou pas? Ouais, tu peux, vas-y. Quand j'ai fait les 20 ans de Ciné-Taloche, j'ai rencontré les Baudins. Je connaissais absolument pas, qui apparemment sont quand même des gros vendeurs de tickets en France. Et j'ai partagé la loge avec eux. Et ils étaient super prévenants, super sympas, vraiment pas prise de tête. Donc ils étaient adorables. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Alors, dans ceux qui m'inspirent maintenant, et je lui dis à chaque fois, je lui dis quand je te vois sur scène, j'ai pas ça avec beaucoup de gens, mais tu me donnes envie de prendre un bout de papier, de prendre un bic et d'écrire. C'est mon pote Ino JP. J'adore ce qu'il propose. Pour la petite histoire, ça a été mon coloc pendant un petit peu de temps. Ah oui? Ouais. On est revenu sur toute sa vie dans le podcast, il n'a pas parlé de cette colocation. Non, parce que je l'ai pas marqué apparemment. Après, on a quand même parlé pendant 5 heures bien remplies. 5 heures? Oui, on s'est fait un long épisode de podcast. On a commencé à enregistrer à 1h30 du matin. J'ai démarré de chez lui à 6h30. Pouah, ok, d'accord. Il y a 2 épisodes d'un condensé de ce qu'on a fait qui est disponible sur le podcast que vous pouvez aller écouter, qui est très sympa parce que je conseille vivement InnoJP également. Ben voilà, lui il m'inspire, il me pousse, il me donne envie d'écrire plus.
Pour toi, l'humoriste qui écrit le mieux? Mais du coup, c'est un peu ça, parce que c'est pour ça qu'il m'inspire, c'est parce que j'aime bien la façon dont il écrit et que je trouve que son rythme est ultra percutant, le timing de ses blagues est super, super élevé. Ah, tu peux le citer 2 fois, hein. Je vais pas le citer 2 fois, je veux dire, je l'aime bien, mais pas à ce point-là non plus, hein, faut pas, attends. Après, c'est pas un podcast sur InnoJP maintenant, hein. Alors, oui, je sais pas si c'est ce qui écrit le mieux, mais moi, ce que j'aime bien dans les spectacles de Kevin Hart, c'est que ce que j'aime beaucoup et que j'aimerais pouvoir être capable de faire un jour, c'est qu'il fait beaucoup de callbacks et il termine ses spectacles en refaisant référence à tout ce dont il a parlé avant. Et tout prend une autre dimension, tout prend un sens particulier, enfin pas un sens particulier, mais en tout cas, sur la fin, il arrive à proposer quelque chose de cohérent qui rebrosse un petit peu plein de choses qu'il a dites avant, donc plein de blagues callback, et ça, je trouve ça très très fort de faire ça. Pour toi, qui est le meilleur interprète? Celui qui joue le mieux? Elles sont dures tes questions, j'aurais dû écouter tes podcasts avant. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais il y a des humoristes qui sont peut-être pas forcément les plus forts dans les textes qu'ils proposent, mais qui dégagent d'emblée un truc où t'as envie de te marrer avec eux. Et il y en a un, et le pire, c'est que j'ai même pas vu grand-chose de lui, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, sa personnalité, j'ai déjà envie de me marrer, c'est Alban Ivanov. Ah oui. T'as envie de te marrer, quoi. Tu sais pas ce qu'il va te raconter, mais t'as envie de te marrer avec lui. Donc, je sais pas si ça répond au fait que ce soit joué, mais ouais, il y a quelque chose. Il dégage le rire d'emblée. C'est comme si tous les pores de sa peau donnaient déjà envie. C'est le pote que t'as envie de prendre avec toi sur un road trip, et tu sens que tu vas te marrer dans la bagnole tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est lié à son jeu, à ses mimiques. Ouais, c'est lié à ça. Donc, je dirais lui. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Alors, c'est peut-être pas dernièrement, parce que ça fait quand même un petit temps que... Mais je l'ai découvert sur Netflix et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est doué celui-là? C'est Judah Friedlander. Ah, je connais pas. Il a fait un spectacle qui s'appelle, je crois, America is the greatest country in the United States. Et c'est, je crois, une compilation de ses passages dans des comedy clubs. Mais oui, il va rebondir sur tout ce que dit le public et il est super fort là-dedans. Alors j'imagine que c'est qu'on compile ses meilleurs passages, mais tu te dis, il a une capacité à improviser et à avoir une réponse à tout ce que dit le public qui est super forte, quoi. Il m'a étonné à ce niveau-là, mais pas étonné dans le sens où je m'attendais à ce qu'il fasse autre chose, mais parce que je le connaissais pas. Et c'était une belle claque, quoi. Bah, j'irai découvrir ça, je le connaissais pas. Il y a beaucoup de choix sur Netflix, mais je vais aller écouter ça. Ah oui, mais celui-là, tu dois le regarder. Ça marche. Je vais aller voir ça. À la toute fin, je te demande de choisir entre 2 humoristes. Et j'ai pris des personnes que tu apprécies pour que ce soit plus compliqué. Ok. Tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire sur scène. Donc vraiment la personne qui te fait rire toi. Donc c'est ultra subjectif. Toutes les personnes qui sont citées sont bien sûr bourrées de talent. Mais c'est plus pour voir un petit peu ce qui te touche toi. Ok, ça marche. Ouais. Ça marche. Premier choix, entre Dave Parker et Nathan Drapa. Dave Parker. J'aime bien les deux, évidemment, hein, et Nathan Drapa, c'est un pote, mais il y a presque une petite jalousie sur l'écriture du sketch du Colruyt et sur... Mais en fait, il y a aussi un autre aspect, c'est que j'ai eu l'occasion de voir le spectacle complet de Dave Parker. Je n'ai pas vu celui de Nathan Drapa, et je trouve que Dave, sur 1 heure, il tient bien la route, quoi. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, il me fait rire. Voilà, tout simplement. Ça veut pas dire que Nathan Drapa me fait pas rire, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir sur 1 heure complète. T'inquiète pas, de toute façon, c'est moi qui te force à choisir, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Hein. Entre Kostia et Greg Génard. Ah, putain, 2 super potes en plus. Kostia, et là par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vu le spectacle complet de Greg Génard et j'ai pas encore vu le spectacle complet de Kostia, mais il y a un truc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup les deux, mais si je dois choisir, je choisis Kostia. Et j'arrive pas vraiment à argumenter pourquoi. Il a un côté fait pour la scène qui est hyper naturel chez lui, j'ai l'impression. Choix suivant, ça va être compliqué aussi, parce que tu as cité les deux dans le podcast, entre InnoJP et Étienne Cerc. Ah, ouais, InnoJP. J'aime beaucoup Étienne, c'est vraiment un gars super et j'aime bien ce qu'il fait, mais l'écriture d'InnoJP vraiment me bluffe. Entre Fanny Ruet
et Florence Mendes. Fanny Ruet, mais c'est plus lié aussi à de la curiosité, parce que j'ai vu relativement peu de choses que Fanny a faites, mais c'est une telle fusée, et ce qu'elle fait, en tout cas de ce que j'ai vu, était très efficace, que j'ai vraiment une grande envie de voir son complet, et j'ai pas eu l'occasion encore de le faire. Mais je le conseille à tout le monde. Le spectacle s'appelle Bon anniversaire Jean et il est vraiment très 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 bon. Moi, c'est mon spectacle préféré de cette année. Ah, il faut que je le voie. Choix suivant entre Jérémy Crédville et Guillermo Guise. Je dirais Jérémy Crédville parce que je reconnais un peu son style d'humour avec son spectacle parfait et modeste. On m'a pas souvent dit que ce que je faisais ressemblait à un autre humoriste, mais quand on me l'a dit, c'était pour dire Jérémy Crédville. Et j'aime bien ce style-là. J'aime bien ces espèces de gens qui se la racontent enfin, ça me fait rire. Donc je dirais lui, mais évidemment, j'adore ce que fait Guillermo Guise, ça c'est même pas la question. Entre Dave Chappelle et Louis C.K. Oh, Louis C.K. Ouais, mais j'ai vu Dave Chappelle aussi. J'adore, mais Louis C.K. Oui, clairement, j'aime beaucoup ce qu'il fait, malgré évidemment le scandale dans lequel il a été pris. J'adore les spectacles de Louis C.K. Et je regrette de pas l'avoir vu à la Madeleine quand il est passé à Bruxelles. J'étais pas là à ce moment-là, mais c'est un gros regret. Choix suivant entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière. Je vais dire Florent Lausson, mais déjà ils ont un style, bon c'est pas tout à fait la même chose, mais ils peuvent partir dans des trucs de folie complètement tous les deux que j'aime beaucoup. C'est un peu aussi grâce à eux finalement que j'ai fait du stand-up, puisque j'ai assisté je suis venu juste pour la finale du Next Prince où Gaëtan a gagné. Et j'ai suivi toute la saison du Next Prince où Florent a gagné. Quand j'ai vu ces trucs-là sur scène, enfin ces trucs-là, quand j'ai vu eux, mais tous les autres aussi, je me suis dit j'ai envie de faire ça et je pense que peut-être que je peux le faire. Et donc ils m'ont poussé en fait, et en plus quand j'allais leur parler, ils étaient hyper bienveillants, hyper sympas. Donc moi j'adore leur folie. J'ai peut-être un tout petit peu un petit faible pour ce que fait Florent Lausson, parce que je trouve qu'il joue avec une finesse particulière. Mais vous pouvez retrouver les deux, donc Florent Lausson et Gaëtan Delferrière, dans la série Les Anonymes, qui est diffusée sur Ovio. C'est vachement bon. Allez écouter ça. Je te propose un petit dernier choix entre Raph et Rudy du What the Fuck. Ouais, ça j'ai déjà dit, hein, c'est Rudy. C'est Raph, pardon. C'est Raph, Rudy, non. Rudy fait peur. Mais non, mais déjà, c'est pas un choix, parce que c'est Raph et Rudy, c'est une personne, c'est Raph et Rudy. Non, par contre, maintenant, très sincèrement, là, je parle pas des organisateurs du What the Fun, mais je vais parler des stand-uppers. Je vais dire Rudy, même si, encore une fois, j'aime beaucoup ce que fait Raph, parce que j'ai eu l'occasion de partager une scène avec lui un peu avant le confinement, où Rudy revenait non pas en tant que MC, en tant que régisseur, mais il venait en tant que humoriste, et il a proposé des trucs, et je me suis vraiment rappelé à quel point, au-delà d'être le fondateur et le gérant du What the Fun, c'est quand même aussi un humoriste, et un humoriste de talent. Il a vraiment proposé quelque chose que j'ai adoré. Donc je dirais Rudy. J'ai juste vu des vidéos de chaque, donc je les ai vues en plus qu'en MC, donc j'aurais du mal à départager personnellement. Oui, mais le MC c'est encore un autre. Je pense que dans le rôle de MC, Raph est plus fort que Rudy, mais et encore. En tout cas, ils sont top tous les deux. Et t'as fait aucun choix avec Régis Canon dedans? Non, je le fais pas, mais si tu veux, je vais t'en proposer un. Régis Canon. Bah attends, je vais prendre avec quelqu'un. Bah tout à l'heure, tu as retiré, tu n'as pas pris N'attendra pas entre Nathan et moi. Comme ça, je sais que c'est entre potes, donc ça va, il m'en voudra pas trop. Ah, vous deux! Je vous prends tous les deux. Régis, je vais même être honnête avec toi. On a partagé une scène ensemble. Je passais après toi. Tu disais tout à l'heure, tu savais pas à quel point c'était rodé. Ce que j'allais proposer, c'était que la deuxième scène à laquelle j'allais le proposer. Et du coup, j'étais plus en coulisses en train de répéter. Je tendais l'oreille et j'entendais que ça se marrait et j'entendais que c'était efficace. Mais je devrais vraiment revoir ce que tu as fait, parce que j'ai du mal à reprendre ton sketch dans son ensemble, dans son entièreté. Et donc c'est plus difficile pour moi de juger ce que tu as fait en fait. Ce qui serait sympa, c'est que tu viennes faire une fois une première partie de mon complet, comme ça. Je te vois et tu vois mon spectacle. Ah bah avec un énorme plaisir. Yes, on valide. Bah ouais, à fond.
Et donc, le choix, il n'attendra pas. Mais non, mais alors du coup, je vais prendre n'attendra pas parce que lui, je sais ce qu'il a fait. J'ai pas bien entendu ton sketch, tout simplement, et c'est vrai en plus. Ouais, mais t'inquiète pas, moi je choisirais Nathan aussi, donc je ne t'en veux pas. Mais non, mais dis pas ça. Ah si, il est vraiment bon. C'est pas de la modestie par rapport à moi, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Bah moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, ouais. Il me fait beaucoup rire. C'est d'ailleurs le premier épisode du podcast qui maintenant est disponible aussi sur YouTube. Et je fais toute ma pub au passage, je suis trop fort. Mais t'as bien raison. Et allez voir N'attendra pas, allez voir Gaëtan, allez voir Florent, allez voir Régis Canon, allez voir Florence, allez voir Fanny, allez voir Hino, allez voir tout le monde. Il y a une variété et une qualité du stand-up bruxellois. Et allez voir Denis Richir éventuellement, c'est sympa aussi, c'est pas mal. Oui, il est sympa, franchement. Et il est sympa, bon ça va, c'est pas... Il travaille quoi, il travaille. Et j'ai une toute dernière question que j'aime. Mais ça fait 3 heures que tu me dis que t'as une toute dernière question, Régis. C'est pas faux, faudrait que j'arrête de dire que c'est la dernière question. Et je comprends que t'aies fait 5 heures avec InnoJP. Oui, j'ai tendance à remettre la faute sur Ino, mais je crois que la faute est partagée. La dernière question, vraiment, c'est qui est-ce que tu penses que je devrais inviter dans le prochain épisode? Mais alors, bon, de nouveau, t'as fait combien d'épisodes et je sais pas qui tu as... Alors, je crois que quand ton épisode sortira, ça sera le 25e. Ok. Eh ben, est-ce que t'as interviewé justement Rudy ou Raph du What the Fun? En fait, on en avait enregistré un épisode ensemble et on n'a pas pu le garder parce que le son est dégueulasse. Et donc, on doit le refaire, mais c'est prévu. Moi, je dirais un qui n'est peut-être pas encore très connu, mais peut-être que toi tu le connais, mais qui, à mon avis, dans les prochaines années, pourrait vraiment prendre une autre dimension. C'est un de mes potes de l'impro aussi, et qui me fait fort penser dans cet aspect sympathie, envie de rire dès que tu le vois. C'est Simon Lepers. Oui. Tu le connais, tu l'as déjà vu alors? Sur les plateaux, genre, sur des petites durées. J'ai jamais vu un spectacle complet, je sais pas s'il en a un d'ailleurs. Non, mais il est pas encore, il a pas encore son spectacle complet. Il allait s'inscrire, il était inscrit pour le Next Prince, qui évidemment avec le confinement est un peu passé à la trappe. Mais lui plus tard, ou alors tu le chopes maintenant avant qu'il devienne une star. Mais à mon avis, lui, il va bien évoluer. Donc voilà un nom un peu méconnu que tu peux aller prospecter. Avec grand plaisir. En tout cas, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast. Ah bah c'était un grand plaisir et c'est chouette qu'on ait pu le faire parce que ça a été quand même reporté plein de fois. On y est arrivé. Maintenant, j'espère que les problèmes techniques qu'on a eus au début ne vont pas faire que je n'ai pas d'épisode, mais je ne pense pas. Pour le moment, ça enregistre toujours. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec plaisir. Du coup, je vais aller écouter tes interviews tes autres podcasts pour voir si t'as proposé Denis Richir dans des duos. J'ai déjà dû le proposer, ouais. Bon, ok, je vais vraiment les écouter tous alors. Ça marche. Merci Régis. À bientôt. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.